Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir tout le monde, bonsoir le public, vous êtes merveilleux, très heureux de vous accueillir dans cette belle émission. Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette émission Backseat, une émission très particulière puisque c'est la dernière de la deuxième saison. Oh. Mais vous inquiétez pas, il y aura peut-être une saison 3. Très content de vous accueillir les amis. On va parler de politique ce soir comme d'habitude. On va faire le bilan de l'année, on va faire le bilan de la saison, ça va être formidable. Mais comme d'habitude, on va commencer en toute décontraction cette émission avec un before. Le before de Backseat, vous le connaissez. C'est l'occasion d'avoir des sponsors qui participent au financement de cette émission. Et quand on n'a pas de sponsors, on en profite pour inviter d'autres acteurs de l'actualité, notamment des acteurs associatifs, pour parler de leurs actions. Et on a décidé ce soir de faire un before pour parler d'une question assez essentielle, celle des libertés publiques et des libertés associatives. Est-ce qu'elles sont en danger, ces libertés ? Comment est-ce qu'elles évoluent ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines ? Ça a été au cœur des discussions avec la question des libertés de manifestation, on en parle notamment beaucoup en ce moment, de liberté d'expression, et plus encore ces derniers jours, puisqu'on a appris pêle-mêle, coup sur coup, les annonces de la dissolution des soulèvements de la terre et de la perte de l'agrément d'Anticor. Donc là, il y a 4 gros mots. Dissolution, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Soulèvement de la terre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Perte d'agrément, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et Anticor, qu'est-ce que c'est que ce truc ? 4 choses que dans une heure vous saurez tout. Vous inquiétez pas, le but du jeu c'est qu'on en parle et qu'on n'en parle pas tout seul, puisque je suis accompagné de Latifa. Salut Latifa. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah ouais, écoute Latifa, tu es la présidente, la fondatrice de l'association Le Mouvement. Pas fondatrice, mais ouais, directrice du mouvement. Directrice du mouvement, excuse-moi. Tu es chroniqueuse pour Backseat et tu connais bien ces sujets, donc je t'ai proposé de venir avec moi pour animer ce before. Donc voilà, merci à toi. Et on est avec 2 intervenantes ce soir. On est avec Léna Lazare. Salut Léna. Bonsoir. Bienvenue sur Backseat, merci d'avoir accepté de venir dans le before. Léna, toi tu es membre et porte-parole de Feu les soulèvements de la terre. Oui, c'est ça, des soulèvements de la terre administrativement dissous, mais toujours présents. Et on va l'expliquer, on espère. On va en parler, ouais. On va en parler. Merci à toi, Léna. On va discuter de cette dissolution et des soulèvements de la terre. On est aussi avec Élise Van Beneden. Salut Élise. Salut. Bonsoir, merci d'avoir accepté de venir dans Backseat. Avec grand plaisir. Élise, toi tu es la présidente de l'association qui s'appelle Anticor. Absolument. Merci d'avoir accepté de venir à nouveau. Et on sera rejoint dans la deuxième partie du before. Maintenant, il y a des parties dans les before, c'est incroyable. Par Thibaut Mullier, qui est professeur constitutionnaliste, maître de conférences en droit public, qui nous rejoindra pour venir aborder avec nous les aspects juridiques en termes de liberté des sujets qu'on va aborder. Justement, on va commencer avec toi, Élise, si tu le veux bien. On va parler d'Anticor. Anticor, c'est une asso anticorruption, comme son nom l'indique assez bien finalement, qui a été fondée il y a 20 ans. Maintenant, c'était en 2003. Joyeux anniversaire. Oui. Merci. Et à votre actif, vous avez un certain nombre d'affaires que vous avez soulevées. Je pense au sondage de l'Élysée, notamment sous Nicolas Sarkozy. Il y en aura d'autres, on va en parler. Vous vous étiez aussi assuré il y a plus de 10 ans que le procès de Jacques Chirac se tiendrait bien dans l'affaire des emplois fictifs, pour parler des affaires les plus célèbres. Association anticorruption. Moi, la corruption, j'ai à peu près l'idée, c'est-à-dire filer un bifton à un fonctionnaire pour qu'il nous foute la paix ou qu'il fasse avancer un dossier. Mais ça désigne quoi, pour vous, Anticor, le phénomène de la corruption ? Alors, il y a une signification juridique et il y a une signification plus commune. En fait, la corruption, c'est un abus de pouvoir. C'est prendre le pouvoir qui nous a été donné pour le détourner de sa finalité, à des fins personnelles, pour aider des proches, pour essayer d'avoir un retour d'ascenseur, un de ces 4. D'accord. C'est ça la corruption, mais il y a un sens beaucoup plus technique, qui a un sens juridique. La corruption, au sens juridique, c'est le fait de demander ou d'accepter un avantage quelconque pour faire ou ne pas faire quelque chose dans le cadre de ses fonctions. Et c'est pas spécifiquement public du coup, parce que tu parles de fonction, ça peut être dans le privé. Publique. Oui, c'est Alors, ça. il y a de la corruption privée, mais à Anticor, on travaille que sur la corruption publique, parce que finalement, ce qui nous fait rager, c'est qu'il y a des personnes qui reçoivent la confiance des citoyens en étant élus, ou alors ont des responsabilités publiques qui fait que leur mission est hyper importante, et que eux, ils détournent cette mission-là à des fins personnelles. D'accord, ok. Je comprends mieux, mais du coup, quand vous parlez du phénomène de corruption, ça recouvre beaucoup de délits différents, en fait. Oui, c'est ça. Détournement d'argent, parce qu'on les entend souvent quand on voit les articles de journaux, etc. Même quand on n'est pas juriste, on va parler de beaucoup de choses. Tout ça, ce sont des phénomènes de corruption. Qu'est-ce qu'on a comme délit ? Oui, alors c'est ce qu'on appelle la corruption au sens large. Mais si on regarde le code pénal, donc il y a la corruption, ça je viens de vous en parler. Il y a le trafic d'influence, c'est presque la même chose, sauf que c'est pas pour faire ou faire quelque chose, c'est pour
jouer de son influence pour que quelqu'un d'autre fasse ou ne fasse pas quelque chose. Je peux donner des exemples, comme ça sera peut-être un peu plus concret. Vas-y. La corruption, ça va être, par exemple, une entreprise du BTP qui veut construire un rond-point. Il y a énormément de ronds-points en France, c'est une spécificité française. Après, j'en déduis absolument rien. Et le maire va demander ou alors faire comprendre que si l'entreprise de BTP veut un marché pour construire un rond-point, c'est 10 000 € dans sa poche à lui. Ça, c'est de la corruption au sens pur, c'est le backchiche. C'est filer du pognon pour avoir un marché public qui va rapporter de l'argent à l'entreprise. Oui, ok, d'accord. Après, il y a le trafic d'influence. Ça peut être aussi recevoir un avantage. Et c'est pas forcément que de l'argent, l'avantage. Hein. Ça peut être, on peut même aller jusqu'à parler de faveur sexuelle, pourquoi pas, c'est un avantage. Ça arrive. Et donc, là, d'accepter un avantage pour jouer de son pouvoir, pour influencer, pour que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Par exemple, au hasard, influencer pour que quelqu'un trouve un HLM ou obtienne l'effacement de son casier judiciaire. D'accord. Ça pourrait être qualifié de trafic d'influence. Après, il y a la prise illégale d'intérêt. Ça, il y en a énormément. Je pense qu'on pourrait avoir 500 dossiers par an à Anticorps, tellement il y en a. Et on n'y va plus, tellement il y en a. Dans ces cas-là, on essaye de jouer au niveau de la loi pour rendre plus solides les mécanismes qui font que ça n'arrive pas. La prise illégale d'intérêt, c'est le fait d'avoir un intérêt personnel dans la décision publique qu'on doit prendre. Là, par exemple, prends un dossier au hasard, on a fait condamner un maire parce qu'il avait embauché sa sœur pour travailler à la mairie. Il avait un intérêt personnel à ce que sa sœur trouve du boulot et il avait le pouvoir d'embaucher quelqu'un à ce poste-là. Ouais, okay. Donc c'est une interférence. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait « Ouais, j'aimais bien Anticorps, mais depuis quelques années, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans un combat politique, ils s'en prennent qu'à la droite. » C'est vrai, ça ? C'est quoi la droite ? Ah, t'es chiante. Alors, est-ce qu'il y a une couleur... Attends, je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y a une couleur politique à Anticorps ? Est-ce qu'Anticorps, c'est une association de gauche ? Non, c'est une association qui est transpartisane. C'est pas une association qui est apolitique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient en des partis politiques chez nous, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y en a d'à peu près tous les courants politiques. C'est pas notre combat. Le combat partisan, c'est surtout pas notre combat. Surtout que la corruption, ça se situe clairement au-dessus de tous les combats partisans, en fait. Et c'est vrai qu'on nous reproche souvent de porter plainte contre la droite, disons contre LREM en ce moment. Mais en fait, la corruption, je l'ai dit au départ, c'est un abus de pouvoir. Donc, ils sont au pouvoir. Il faut avoir du pouvoir pour abuser du pouvoir. Donc, mais la gauche au pouvoir et Anticorps les poursuivra, t'inquiète pas. non, mais c'est vrai, on l'a déjà fait d'ailleurs. On a porté plainte contre Hidalgo, on a porté plainte contre M. Mélenchon, on a porté plainte contre le maire de Givors, Martial Passy, on a porté plainte contre Guérini, qui est de gauche, contre Agnès Sall. On ne porte pas plainte que contre des personnes qui sont au pouvoir, forcément, enfin, au parti politique et à la présidence. Moi, sur cet aspect politique, j'avais une question. C'est juste, du coup, comment on se, entre guillemets, protège des possibilités, enfin, entre guillemets, de récupération d'un opposant qui va venir vous dire, parce que je ne sais pas comment vous fonctionnez, ce que c'est des sources qui viennent vous dire, vous signaler une situation potentielle de corruption. Mais ouais, comment on navigue ? C'est souvent la presse. Souvent, c'est la presse qui va dénoncer un scandale et nous, on va prendre le dossier, regarder le dossier et voir s'il y a une qualification pénale qui est envisageable. Parfois, c'est des lanceurs d'alerte. C'est vrai qu'il y en a qui sont intéressés, qui, eux, sont dans quelque chose qui est partisan. À moins que ce soit vraiment de la manipulation, l'instrumentalisation, où là, on va dire, non, en fait, on n'est pas à vendre, on n'est pas instrumentalisé, on n'y va pas. Mais sinon, le fait que la personne qui dénonce ait elle-même un intérêt, ça arrive. Je veux dire, il y a des conseillers d'opposition dans les mairies qui dénoncent des faits. Ils sont d'opposition et ils dénoncent le parti, l'équipe qui est au pouvoir. Nous, notre intérêt, c'est d'être sûr que juridiquement, il y a quelque chose. Notre promesse, c'est la rigueur, que juridiquement, on fait un travail qui est nickel. Depuis 10 ans, depuis 2013, vous aviez un agrément qui vous permettait de faire des trucs en justice que les autres assos sans agrément ne peuvent pas faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'agrément ? Ça vous permettait quoi ? C'était quoi ? Alors, c'est très important, cet agrément. D'ailleurs, ça s'entend dans les médias depuis quelques jours. Pour expliquer pourquoi il est important, il faut que j'explique un peu comment ça fonctionne, parce que, mine de rien, je vais beaucoup à la fac, un peu partout, et c'est pas toujours très clair. Non, ça l'est pas du tout. Non. Vas-y, s'il te plaît. Ok. Donc, quand il nous arrive quelque chose et qu'on pense que c'est une infraction pénale, on va à la police. Si on se fait cambrioler, piquer son sac, on va à la police porter plainte. Ouais. En fait, on va à la police, mais on porte plainte entre les mains du procureur de la République. Et c'est le procureur de la République qui va décider ou pas d'ouvrir une enquête préliminaire et éventuellement de saisir un juge d'instruction. Et le juge d'instruction, c'est un juge qui est indépendant. Son indépendance est garantie par la Constitution. Il ne peut pas se faire virer, il ne peut pas se faire placardiser, il ne peut pas être envoyé à 3000 km de sa famille.
C'est pas le cas du procureur de la République, qui lui a un statut beaucoup plus fragile, parce que sa carrière, elle dépend du ministère de la Justice. Donc c'est pas grave quand on parle de ça te fait piquer son sac ou de ça te fait cambrioler, parce que il risque rien en ouvrant une enquête préliminaire ou en poursuivant. Mais quand on parle de corruption, on peut comprendre qu'un procureur n'ait pas un intérêt personnel à poursuivre des personnes puissantes, puisque sa carrière peut potentiellement en dépendre. Il peut absolument craindre que sa carrière soit entravée si lui déclenche des poursuites contre quelqu'un qui est au gouvernement ou proche du gouvernement. Et ce même proc, il a autre chose qui est spécifique à certains pays. Tous les pays ne fonctionnent pas comme ça. Il a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Traduction, il peut classer sans suite. Donc il peut enterrer une affaire et personne ne peut rien faire sauf la victime. Sauf que sur les sujets de corruption, il n'y a pas de victime. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est l'intérêt général de la victime. Oui. Ouais, et du coup, c'est pour ça que des associations se sont montées en disant nous, on lutte contre la corruption. Du coup, s'il y a de la corruption, on est victime de la corruption et on veut intervenir dans ces litiges pour contourner la décision de classement sans suite qui met fin au dossier et saisir un juge d'instruction pour que ces personnes qui ont énormément de pouvoir répondent à la justice comme tous les citoyens et qu'on arrête finalement l'impunité. Parce que c'est ça qui s'est passé pendant des années et des années. Il y a eu un phénomène d'impunité dans la corruption. Ok, et donc c'est pour ça qu'on a inventé en France un système d'agrément qui permet à des associations de se porter victimes, ce qu'on appelle partie civile en droit, mais de dire nous, même si le procureur le veut pas, nous, on va saisir le juge et on veut aller jusqu'au bout. C'est en fait assez important, cet agrément et cette possibilité pour des associations de pouvoir saisir la justice. Ok, d'accord. Ouais, donc ça, je comprends. Donc ça, je comprends bien. Cet agrément, pour l'avoir, il faut montrer patte blanche. Il faut remplir un dossier. Alors justement, explique-moi. Comment est-ce qu'on obtient cet agrément? Est-ce que demain, si je monte une asso, je peux avoir un agrément? Il faudra attendre un peu, parce qu'il faut au moins 5 ans d'existence pour pouvoir prétendre avoir l'agrément. Au départ, c'est la justice qui a dit que les associations pouvaient se considérer comme victimes, parce qu'elle a compris que c'était important. Et puis après, il y a un agrément qui a été créé en 2013. Nous, on l'a eu en 2015, on l'a eu en 2018, on l'a eu en 2021, après une bataille qui nous a tous épuisés, en fait. C'est tous les 3 ans, je précise qu'il faut le renouveler. C'est tous les 3 ans qu'il faut renouveler cet agrément. Et les conditions, c'est d'exister depuis plus de 5 ans, avoir suffisamment d'adhérents, même si on ne sait pas combien, avoir une activité publique contre la corruption, avoir un fonctionnement conforme à ses statuts et avoir une activité indépendante. Donc, être une association indépendante. Et en l'occurrence, donc 2021, c'était Jean Castex, le Premier ministre. Et effectivement, on en avait parlé dans les médias à l'époque, je m'en souviens. Votre demande d'agrément a été renouvelée par le gouvernement, parce que c'est bien une décision gouvernementale. C'est ça la particularité aussi de l'agrémentation des associations, c'est que c'est une décision administrative. Oui, gouvernementale, ministérielle, ministérielle. En fait, dans l'agrément, il est prévu que la personne qui donne l'agrément aux associations anticorruption, c'est le ministre de la Justice. Ok. Donc, c'est potentiellement quelqu'un on peut attaquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre dossier en 2021, parce qu'on a porté plainte contre Éric Dupond-Moretti en 2020 pour prise illégale d'intérêt. Donc, intérêt personnel qui interfère avec la décision publique qu'on doit prendre, parce qu'il avait demandé une enquête sur des magistrats contre lesquels il avait porté plainte quelques semaines avant devenir ministre. Et donc, ça pose un énorme problème. C'est un paradoxe total de devoir demander à une personne qu'on peut potentiellement avoir à attaquer en justice l'autorisation de l'attaquer. C'est un paradoxe c'est absurde. D'où le fait que c'est remonté au niveau du dessus, le Premier ministre. Voilà, au début, Éric Dupond-Moretti n'a pas lâché l'affaire. Et puis après, Castex a fait un décret en lui ordonnant de se déporter. Et il a récupéré le dossier. Et il a accordé l'agrément anticorps. Et ce qui se passe... Oui, Latifa. Moi, j'avais une question pour juste prendre la portée du non-renouvellement de cet agrément. C'est le seul, entre guillemets, moyen de pression que le gouvernement ou l'État peut avoir sur vous, ou pas, étant donné que vous êtes complètement même indépendant financièrement, puis que vous êtes une des rares associations à être complètement financée par vos membres et vos adhérents et tout, et c'est quand même quelque chose d'assez important. Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que c'est vraiment pour qu'on mesure les principaux coûts, entre guillemets, qu'on peut vous porter sur un plan administratif? Oui, absolument. On est complètement indépendant, donc on n'a pas de subvention publique, pas de dons des entreprises. Les dons des personnes morales, des associations, il faut l'autorisation du CA. Même les dons des personnes physiques sont limités. Si ça dépasse un certain montant, il faut l'autorisation carrément de tous les adhérents en assemblée générale. Donc on a un contrôle financier qui est assez extrême. Donc on ne peut pas nous retirer de subventions.
Et est-ce qu'on peut nous dissoudre? Ce sera peut-être la question d'après. On va en parler après. Et nous retirer cet agrément, ça veut dire que, par exemple, là, on a porté plainte il y a quelques jours dans une affaire des concessions d'autoroutes, qui est un véritable scandale d'État. Ouais. Et du coup, on a porté plainte devant le procureur de la République. Aujourd'hui, si le procureur de la République classe sans suite ce dossier, on ne pourra rien faire. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi c'est aujourd'hui, alors que comme c'est tous les 3 ans, ça aurait dû être en 2024. Tu as parfaitement raison, tu es bon en maths, mais justement, on va y revenir. Puisque dès l'acquisition de votre agrément, donc le renouvellement de votre agrément en 2021, il se trouve qu'il y a d'anciens membres de votre association qui ont contesté et qui n'étaient pas d'accord avec le fait que vous obteniez ce renouvellement d'agrément. Ils vous reprochaient le fait que les conditions, selon eux, n'étaient plus remplies pour qu'Anticor ait cet agrément, caractère indépendant et désintéressé des activités, information de ses membres sur la gestion, etc. Ces gens-là, donc d'anciens membres de votre association, ont décidé de poursuivre en justice, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le gouvernement, en leur disant, mais non, ils n'auraient pas dû leur donner l'agrément, les conditions n'étaient pas remplies. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2023, c'est que la justice a tapé sur les doigts de Jean Castex en disant, vous n'auriez pas dû donner l'agrément à Anticor, les conditions n'étaient pas réunies. Ah non, c'est pas ce que le tribunal administratif a dit. Alors, ils ont dit quoi? Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. J'ai bataillé avec l'AFP parce qu'ils ont envoyé une dépêche vendredi en disant ça, que le tribunal administratif avait dit qu'on n'était pas indépendant, mais c'est pas vrai, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Le tribunal administratif, il a annulé l'agrément pour une question de rédaction de l'agrément. Parce qu'en fait, dans l'agrément, il y a écrit qu'il y a des gens qui contestent en interne les questions de transparence, d'indépendance. Et après, il dit, mais Anticor a dit qu'ils allaient changer leur statut. Ils ont dit qu'ils allaient prendre un commissaire aux comptes qu'on avait déjà par ailleurs. Il y a des erreurs manifestes sur le texte. D'accord. Et après, il dit, on vous donne l'agrément. Et le tribunal, il n'a pas vérifié lui-même si Anticor remplissait les conditions. Il a juste dit que Castex ne pouvait pas se contredire dans le texte qu'il a écrit. C'est une question de régularité administrative. Dans un texte administratif, on ne peut pas dire ils n'ont pas fait ça, mais je leur donne quand même parce que... Pour être précis, Élise, la justice n'a pas considéré qu'Anticor ne réunissait pas les conditions pour avoir l'agrément. Pas du tout. D'accord, la justice a considéré que Jean Castex, pour des raisons administratives, n'aurait pas dû ou pas pu... Ok, d'accord. Mais c'est pas sur le fond, en tout cas. Non, c'est ça qui est important. Nous, on leur a demandé, en fait, de juger sur le fond. On leur a apporté toutes les preuves. On a fait un mémoire de quasiment 50 pages. Okay. On leur a demandé de prendre position sur le fond. Ils l'ont pas fait. Du coup, vous n'avez plus votre agrément. Vous ne pouvez donc plus vous pourvoir... donc, vous portez partie civile jusqu'à un hypothétique renouvellement d'agrément si vous le réobtenez dans de meilleures conditions, du coup. Quel impact ça a sur l'activité de votre association? Parce que c'est quand même le cœur de votre association de vous porter partie civile. Oui, notre association, elle fait 80% de judiciaire, en fait. Ouais. Parce qu'on considère que c'est le meilleur moyen de se battre contre la corruption, en fait. C'est que les personnes qui sont soupçonnées de corruption rendent des comptes à la justice et aux citoyens. Donc, c'est 80% de ce qu'on fait. Ça ne nous empêchera pas de porter plainte, puisque ça, c'est... Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Par contre, on ne pourra plus contourner la décision du proc de classer sans suite, ce qui était bien le problème, et c'est bien pour ça que l'agrément a été créé. C'est qu'il y a des classements sans suite. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il y a ou non une transparence sur les donateurs d'Anticor? Parce que j'ai aussi vu des articles de journaux qui expliquaient que l'une des bisbilles en interne avec les anciens adhérents de votre association, les anciens membres, c'était le financement, et ils trouvaient que c'était pas très transparent, qu'il y avait notamment une personne très riche qui voulait rester anonyme tout en donnant du pognon, etc. Qui vous finance? D'où vient l'argent? Est-ce que c'est transparent? Ok. Alors, qui nous finance? Du coup, c'est les personnes physiques, soit avec les cotisations, soit avec les dons. Okay. On a, je crois, environ 2000 donateurs. Et on a eu en 2020 un donateur qui donnait plus d'argent que les autres. Je crois qu'en 2020, il a donné 64 000 €. C'est beaucoup quand même pour une personne seule. Il a beaucoup d'argent, oui. Okay. Il aime vraiment pas la corruption, quoi. Il aime vraiment pas la corruption. Non, non. Oui, heureusement qu'il y a des gens qui n'aiment pas la corruption. Ça représentait pour nous 17% de notre budget en 2020. Et non, il n'a jamais influencé Anticor, il n'a jamais appelé pour dire faites ci, faites ça ou ne faites pas ça. De toute façon, il aurait pris la porte tout de suite, c'est une évidence. Même à 20%, même à 17% de votre budget Parce que c'est dur de résister à quelqu'un qui peut avoir une influence par l'argent, même dans une association. En fait, nous, on est structuré de telle manière que, il faudrait vérifier si c'est encore vrai cette année, mais normalement, les dons couvrent tous les salaires à Anticor et tous les frais fixes. Donc en fait, on n'a aucun problème à dire à un donateur de prendre la porte. Au contraire. D'ailleurs, il a arrêté de nous donner de l'argent. Je vais dire, on n'a pas vu la différence. La trésorière va m'engueuler, mais en soi...
Il y a quelqu'un qui dit pour une fois qu'un riche fait quelque chose d'utilité publique. Oui, c'est une autre manière de voir les choses. Non, mais c'est sûr. Voilà, salut. Oui, non, mais je pense que c'est quelqu'un qui avait. Bon, après, moi, je suis pas son avocate, hein, mais je pense que c'est quelqu'un qui était sincère dans son engagement contre la corruption. Et sur la transparence, c'est un sujet qui est compliqué. Effectivement, nous, on ne publie pas le nom de nos adhérents, certainement pas. Et je crois même que c'est interdit, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est interdit de publier. On ne publie pas le nom de nos donateurs non plus, sauf ceux qui donnent plus de 7% de nos rentrées d'argent de l'année précédente. Donc lui, on le connaît? Eh ben, il n'y en a plus. Il n'y a plus personne. Mais on a mis en place ce mécanisme-là. C'est-à-dire que maintenant, on n'aura pas l'identité de ce donateur en question? Ce donateur-là, son identité, elle est sortie dans la presse et il ne nous donne plus d'argent depuis. Hein. C'est Hervé Vinciguera. Hervé Vinciguera, oui, il a arrêté. Il s'est retrouvé au milieu d'une tempête médiatique. Les gens qui disaient qu'il jouait au bridge, qui buvaient ça à l'apéro. Enfin, le gars, il s'est fait sceller, quoi. Il a arrêté. T'avais une question à poser? Non, mais justement, c'est sur ça. C'est pour savoir, je sais pas combien de temps ça vous a pris justement pour les dons, pour être à l'équilibre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un regain avec ce qui s'est passé dans l'actualité, de dons, d'autres dons, de soutien de la part des gens? On a eu quasiment 1000 adhésions ces 30 derniers jours. Donc c'est super. Il y a vraiment un soutien. Je pense que les gens n'y croient pas trop à ce qui est véhiculé, malgré la gaffe de l'AFP qui nous a fait du mal. Mais bon. Et sur la transparence, en fait, nous, c'est vrai qu'on ne publie pas ces données-là. De toute façon, la CNIL nous l'interdit totalement. On a demandé à la CNIL parce qu'on était un peu perturbés d'être accusés et en même temps de dire en fait, c'est des données personnelles, c'est même des données sensibles. C'est encore une autre catégorie, encore plus à protéger que les données personnelles. Du coup, on a demandé à la CNIL et la CNIL nous dit non, vous ne donnez pas le nom de vos donateurs, vous ne donnez pas le nom de vos adhérents. La seule chose qu'on a faite, du coup, c'est que quand on donne plus de temps d'argent, il y a une petite truc d'information où on doit cocher pour dire j'accepte que mon nom soit publié dans le rapport financier d'Anticor. Mais comme je vous disais, personne ne le fait. Dernière question, et après on va parler des soulèvements de la terre. Est-ce que vous avez bon espoir de retrouver votre agrément? Oui, moi je pense qu'on l'aura parce que, mine de rien, la situation est tellement ubuesque. Il y a un gouvernement avec toutes les affaires qu'il a, qu'on voit ces dernières années, qui refuse à une association citoyenne de bénévoles hyper indépendante de porter plainte. Ça n'a pas de sens. Je vois pas comment ils peuvent tenir cette position-là. Après, la dernière fois, ils ont fini par nous le donner. Et puis finalement, c'était un cheval de Troie parce qu'il était mal rédigé, cet agrément. Donc on va être très attentif au texte. Ok, d'accord. On continue à discuter avec toi, Élise, des libertés publiques, mais je me tourne vers Léna. Léna, donc toi, tu es membre et porte-parole des Soulèvements de la Terre, donc qui a défrayé la chronique ces derniers temps lorsqu'on a appris sa dissolution en Conseil des ministres. C'était la semaine dernière, ou il y a 10 jours, que l'association a formellement été dissoute par une décision prise en Conseil des ministres. C'est effectivement seul le Conseil des ministres peut prendre la décision de dissoudre une association. Les Soulèvements de la Terre, vous avez été créé en 2021 à Notre-Dame-des-Landes. Et, je cite, c'était, à ce moment-là, vous définissiez comme une coalition qui regroupe des dizaines de collectifs locaux, de fermes, de sections syndicales, d'ONG à travers le pays. J'ai jamais rien compris. C'est très écolo, ça, c'est hyper brumeux. Qu'est-ce que c'est les Soulèvements de la Terre? Je comprends rien. C'est une assoce, c'est un film fédé, c'est... En effet, on n'est pas une association de loi 1901. C'est pour ça que dans le décret, il nous qualifie de groupement de faits, ce qui est quelque chose d'extrêmement flou. Mais c'est pour ça que la dissolution des Soulèvements de la Terre est assez inédite. C'est qu'il y a 150 000 personnes qui ont rempli le formulaire d'adhésion au mouvement sur notre site internet et qu'on ait une coalition d'organisations qui décide en fait de porter des actions nationales ensemble. Et parmi ces associations, il y a plein d'associations très connues. Il y a Attaque, Extinction Rebellion qui n'est pas une association, Youth for Climate, il y a le syndicat solidaire, il y a des comités locaux de la CGT et il y a un certain nombre d'organisations paysannes comme la Confédération. Et du coup, attends, parce qu'il y a 150 000 personnes qui ont signé pour rejoindre le mouvement, donc ont adhéré, mais il n'y a pas de structure administrative, juridique derrière. Non, c'est totalement informel. En fait, c'est qu'on est une dynamique d'action. C'est que tous les 6 mois, on se retrouve, on décide de faire des actions ensemble donc contre l'agro-industrie et l'artificialisation des terres. Mais en effet, c'est quelque chose d'extrêmement gazeux, en fait, les soulèvements de la terre. À chaque action, il y a des collectifs différents. Si je puis me permettre, c'est pratique pour ne pas avoir à rendre compte de ces actes. En tout cas, c'était pas... On ne peut pas poursuivre les soulèvements, parce que ces soulèvements n'existent pas. On ne peut pas poursuivre les soulèvements. Par contre, il n'y a aucun souci pour criminaliser les activistes qui participent aux actions. Et là, justement, mercredi, il y a eu des gardes à vue pour l'organisation d'une manifestation interdite, donc celle de Sainte-Soline, du 25 mars. Eh bien, les organisations qui avaient déposé la manifestation et celles qui se revendiquaient
de l'organisation de la manif ont été convoqués. Donc, c'est-à-dire les 3 personnes qui sont considérées selon le ministère de l'Intérieur comme dirigeants des soulèvements de la Terre, bon, ce qui, voilà, je pense juridiquement est assez contestable, mais aussi voilà, des délégués syndicaux de la CGT, de Solidaire et de la Confédération paysanne, donc, qui ont été en garde à vue. Je pense que pour moi, c'est pas un frein à la répression, à la criminalisation. Par contre, en effet, on n'attaque pas l'entité des soulèvements de la Terre directement parce qu'elle n'existe pas. Mais nous, si on a décidé d'avoir cette forme-là aussi, c'était pas pour justement rajouter une nouvelle organisation. L'idée, c'était d'avoir une composition, une collaboration plus efficace entre des collectifs, justement pour porter des sujets qui étaient trop peu connus dans le mouvement écolo, quoi. Alors, tu as parlé de Sainte-Soline. Oui. Donc, contre la méga-bassine. On a tous vu les images, on en a parlé ici dans cette émission. Ça a été un peu le déclencheur, parce que vous étiez déjà dans le collimateur du gouvernement depuis un bout de temps, mais là, Sainte-Soline, ça a été un déclencheur, puisque c'est suite aux échauffourées qui ont entouré cette mobilisation que le gouvernement a pris la décision de dissolution. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui d'être dissous ? Je ne comprends pas très bien. Vu que la structure juridique n'a jamais existé, vous n'avez plus le droit d'utiliser le nom, vous n'avez plus le droit de parler, vous n'avez plus le droit à des réseaux sociaux, vous ne pouvez plus organiser quoi que ce soit. Je ne comprends rien, en fait. Ouais, non, mais c'était difficile pour nous aussi de comprendre ce qu'on avait le droit de faire. En fait, ce qui est puni, c'est le maintien ou la reconstitution de ligues dissoutes, bon, comme on dit dans... Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'organiser d'actions ensemble au nom des soulèvements. On n'a plus le droit d'avoir une activité, sauf si cette activité, elle se fait dans le cadre de notre défense, dans la procédure juridique qui est en cours, donc pour contester la dissolution. Parce que la dissolution, c'est une décision qui est uniquement politique. Bien entendu, dans le décret, ils ont essayé d'avoir quelques éléments juridiques parce qu'ils savaient, je pense, très bien qu'on allait les attaquer ensuite en justice. Alors, c'est le principe, si tu me permets de préciser, effectivement, oui. Tu as dit que c'est une décision politique. En fait, c'est une décision en Conseil des ministres. Oui. Et comme toute décision de l'administration ou du Conseil des ministres, un décret de dissolution peut être attaqué devant la juridiction administrative, ce que vous avez bien évidemment fait, oui. Et c'est en cours. Mais un juge va être amené à se prononcer sur ce décret de dissolution pour savoir s'il est légal ou pas. C'est ça. Dans le cadre, on en parlera avec Thibaut Mullier tout à l'heure, pour savoir voilà, si c'est respectueux des libertés publiques, notamment de la liberté associative. Et donc, du coup, le gouvernement, dans son décret, a effectivement présenté un certain nombre d'éléments justifiant, selon lui, la nécessité de dissoudre. Et en l'occurrence, ça tournait autour des violences que, selon le gouvernement, les soulèvements de la Terre auraient incitées, permises, rendues possibles, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement pour dire que les soulèvements de la Terre ont participé à l'organisation de mouvements violents, notamment à Sainte-Soline et pas seulement? Non, je suis pas d'accord. Et en fait, il parle de 2 types de violences dans le décret. Il parle de violence envers les biens, ce qui pour moi n'existe pas. Enfin, la violence, c'est envers les êtres vivants et les dégradations matérielles. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut qualifier de violence. Ça, juridiquement, si. Enfin, on peut détruire une bagnole, c'est une violence envers les biens. Une violence. Ok, bah. Ouais, non, c'est un délit. En tout cas, voilà. Oui, c'est sûr que c'est un délit, mais pour moi, la violence, c'est envers les êtres humains, les êtres vivants. Mais en tout cas, c'est sûr que les actions avec dégradation matérielle, nous, ça, il n'y a pas de problème, on les revendique. Et c'est vous revendiquez la destruction de matériel comme méthode Oui, c'est ça. Le débâchage de la méga-bassine légale il y a 1 an et demi, de démonter des tuyaux aussi d'une méga-bassine. Et en fait, c'est pas quelque chose qui est rare dans les mouvements sociaux, qui est des actions comme celle-ci. Je pense notamment au démontage du McDonald's de Millau sur le plateau du Larzac par José Bové, au fauchage d'OGM. Et il y a de nombreux mouvements comme Extinction Rebellion ou même AFV comme 21 qui revendiquent le fait de faire des dégradations dans le cadre d'actions de désobéissance civile. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, d'appeler à des manifestations armées, il n'y a aucun texte, aucune communication des soulèvements de la Terre qui montre cela, et pour moi ça fait pas partie des modes d'action qu'on défend. J'ai l'impression qu'on est dans une situation aussi absurde que si on voulait dissoudre l'intersyndicale parce qu'il y a eu des affrontements avec la police lors de manifestations qu'ils ont organisées. Ok. Voilà. Quand on dit décision politique, est-ce que, voilà, pour ça, du coup, comme c'est difficile d'un peu d'y voir clair, selon toi, la motivation derrière ça réelle, c'est quoi d'un point de vue purement politique ? J'ai l'impression que, en fait, moi, j'ai commencé à beaucoup m'engager au sein des Jeunes en grève pour le climat en 2019, et donc j'ai fait toutes les manifs climat, beaucoup d'actions de désobéissance civile, etc. Et je considère que le mouvement écologiste a beaucoup changé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était plus suffisant de juste demander au gouvernement d'agir et que la situation est de plus en plus dramatique.
et que voilà, les conséquences du dérèglement climatique, on les ressent de plus en plus. Et donc forcément, on passe à la vitesse supérieure en termes de modalités d'action. Et on est dans une optique maintenant de contraindre le gouvernement à agir sur plein de thématiques. Et je pense que c'est pas du tout quelque chose qui leur plaît, et que comme on commence à avoir une certaine efficacité et aussi qu'on refuse de se faire récupérer, comme ça a été le cas à un moment où on se dit bon, peut-être que d'aller rencontrer le gouvernement, de prendre des photos avec eux, d'alimenter une politique de greenwashing d'une certaine manière, ça va peut-être nous permettre de faire en sorte qu'ils acceptent d'agir. Mais là, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Vous refusez d'échanger avec des responsables publics ? Oui, de mon côté, ça a été toujours le cas à l'échelle nationale. Mais par contre, au niveau local, les soulèvements de la terre, c'est différent. Parce que, certes, on est connu pour nos actions coup de poing, je dirais, mais on met en avant des luttes contre des projets polluants et imposés. Et il y a toute une complémentarité des tactiques autour de ces luttes-là. On fait des recours en justice. Il y a des élus qui nous soutiennent. Notamment, la NUPES nous a quand même largement soutenus dans ces luttes locales et aussi contre la dissolution. Voilà, c'est plutôt le pouvoir en place, le gouvernement Macron, avec qui je ne souhaite pas discuter, parce qu'en fait, j'ai très bien compris, notamment lorsque je faisais les grèves pour le climat, que c'était uniquement de la récupération et qu'ils n'allaient pas agir en fait pour l'écologie. Est-ce que tu as l'impression que le gouvernement est aussi davantage conscient, tu as parlé du fait que le mouvement écologique avait beaucoup changé, il y a une nouvelle génération évidemment, et parfois aussi plus consciente d'autres thématiques sociales, etc., avec les soulèvements de la terre aussi sensibles à ça, une dimension de violence à l'égard du vivant de manière générale, donc forcément là il y a une actualité autour des violences policières, etc. Est-ce que tu penses que le gouvernement craint aussi ça dans ces nouveaux mouvements écologiques ? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans la note des renseignements de la Direction nationale des renseignements territoriaux à notre égard. Ils se disent, mais en fait, ils disent très clairement ce qui est intéressant, parce qu'à côté, il y a tout un récit disant qu'on est un petit groupuscule d'ultra-gauche très violent, mais en fait, dans la note, ils disent les soulèvements de la terre sont très représentatifs en fait du mouvement écologiste aujourd'hui, qui a conscience que on ne va pas assez vite et que les infrastructures, les industries polluantes, il va falloir aussi les arrêter par nous-mêmes, et ça passe donc par les actions qu'on prône de démantèlement d'infrastructures écocidaires. C'est ce qui est quand même assez parlant, et j'aime bien parler de la méga-bassine de Cranchaban qu'on a débâchée. C'est que cette méga-bassine, elle était interdite depuis des années et elle était encore en fait en fonctionnement. Et on parle beaucoup de la désobéissance civile des militants, mais les grands pollueurs, en fait, ils outrepassent les lois, mais régulièrement, et il y en a plein qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'arrêter leurs activités. Et donc voilà, il faut aussi se questionner sur je pense pas du tout qu'il y ait que les militants qui décident de désobéir aux lois. On a vu une crispation du gouvernement autour des mouvements écolos. On a entendu notamment un champ lexical qui est monté d'un cran. Ils ont parlé d'éco-terroristes, de factieux, pas spécifiquement pour les soulèvements de la terre, mais d'une manière générale. C'est vrai qu'il y a un raidissement du gouvernement face aux organisations et aux contestations. Selon toi, un gouvernement dans un monde idéal devrait réagir comment face à des associations qui contestent la politique ? Parce que on va pas vous mettre d'accord, c'est sûr, mais... Oui. Parce que, tu veux pas discuter avec eux et tu veux dégrader du matériel. Un gouvernement... j'essaie de chercher qu'est-ce qu'un gouvernement devrait faire. Ce que je veux dire, c'est que de tout temps, on a toujours été criminalisé, réprimé. Et en fait, là, quand il y a une action de désobéissance civile, c'est très rare qu'il n'y ait pas de procès. Donc en fait, on peut pas dire la dissolution, elle est là pour pallier justement au fait qu'il n'y a pas de répression possible, comme je le disais au début. Mais par contre, on va peut-être en parler après avec l'autre invité. C'est intéressant de voir ce qu'a dit l'ONU sur la dissolution des soulèvements de la terre. Le rapporteur spécial sur la liberté associative l'a fait remarquer. La dissolution, normalement, c'est en dernier recours. De base, c'est un processus qui a été créé pour dissoudre des organisations dont le mode d'action, c'était la lutte armée. Notamment dans les années 70, il y a eu beaucoup de dissolutions, qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, parce que c'est des personnes qui prenaient les armes et qui, pour le coup, faisaient vraiment des attentats terroristes. Et là, on voit qu'il y a un glissement en fait, qui fait que des contestations sociales qui sont importantes, selon moi, en démocratie, en fait,
sont obligés totalement de se taire ou de s'organiser autrement parce qu'il y a des dissolutions. Je suis d'accord avec toi, effectivement, on en a souvent parlé sur ce plateau, il y a un raidissement aussi des conditions du gouvernement. Quand il utilise le vocable d'éco-terroriste, il ne se limite pas seulement aux mots, il utilise aussi les lois antiterroristes contre des organisations écolos, ce qui du coup pose la question que je pourrais retourner au gouvernement, la même que je t'ai posée, en disant mais pour vous c'est quoi une association qui a le droit de... comment est-ce qu'on peut contester votre politique si dès qu'on sort du cadre que vous avez vous-même défini, on est hors la loi ou hors de l'arc républicain, appelle ça comme tu veux. En fait, il y a le même problème. Il y a exactement le même problème du côté du gouvernement qui ne laisse plus la porte, Latifa. Oui, mais c'était la crainte au moment du vote de la loi séparatisme. Bah ouais. Effectivement, il y a plein d'associations, que ce soit antiracistes ou par exemple de lutte contre l'islamophobie, qui alertaient là-dessus en disant non, mais ça va être utilisé là dans ce contexte particulier. Et d'ailleurs, c'était très flou même au moment du vote de la loi séparatisme et du contexte, parce qu'il y a plein de choses que le gouvernement, d'éléments qui manquaient en fait sur des lieux de radicalisation, oui ou non, des données chiffrées en fait sur ces questions-là. Et à l'époque, c'est ça, c'est pas mal d'associations et de militants avaient alerté là-dessus, en prévenant de ce qui allait se passer maintenant, qu'il allait y avoir des associations complètement différentes et que cette loi, et en fait, et même auprès de l'opinion, c'était plus facile de la faire passer en parlant de terrorisme, en parlant de séparatisme islamiste réel ou supposé. Ça, effectivement, d'un point de vue de l'opinion, ça passe mieux. Et la crainte, c'est que ce soit utilisé enfin, il y a plein d'autres associations, structures qui ont été dissoutes et dont on peut se poser la question des raisons aussi juridiques. Élise, toi qui es présidente d'Anticor, une association qui a des méthodes très différentes, mais qui elle aussi, du coup, a maille à partir avec le gouvernement actuellement. Comment est-ce que tu regardes la situation des soulèvements de la Terre, toi ? Je crois qu'il faut laisser effectivement au monde associatif porter des revendications sociales, sociétales. C'est leur rôle aussi, en fait. Les associations, elles sont faites pour réunir des personnes qui ont une même vision de la société. Et elles ont une importance énorme en France. C'est pour ça aussi que la liberté d'association est une liberté fondamentale. Donc moi, je suis d'accord que ce glissement vers un empêchement assez généralisé de l'expression des associations, il est hyper inquiétant. Ce que disait de dire, en fait, la dissolution, avant c'était pour la lutte armée des associations ou des groupements, et aujourd'hui c'est pour une contestation qui peut passer par la destruction de biens. Mais en fait, quand on détruit un bien, on est responsable, on est assigné en justice et on rend compte. Et généralement, c'est le président de la structure qui rend compte des faits répréhensibles qui peuvent être faits par une association. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va vers une dissolution qui, pour le coup, là, est carrément une opération bâillon. Pour continuer nos échanges, on a proposé à un autre invité de venir nous rejoindre pour éclairer nos échanges. Je vous propose d'accueillir sur ce plateau Thibaut Mullier. Salut Thibaut, merci. Bonjour. Merci de revenir sur le plateau de Backseat, ça fait plaisir de te revoir. Thibaut, tu es juriste constitutionnaliste, tu es maître de conférences en droit public et tu vas essayer de nous aider à comprendre les tenants et les aboutissants en termes de liberté publique des échanges qu'on vient d'avoir sur Anticor et les soulèvements de la Terre. On aborde depuis tout à l'heure, sans trop la nommer, cette liberté, la liberté associative. De quoi est-ce qu'on parle ? D'une liberté assez importante, puisque... elle date de la Troisième République et qui permet, alors depuis la loi de 1901 sur simple déclaration, de se regrouper sous une forme juridique et d'obtenir un certain nombre d'attributs qui vont lui permettre d'exister, si je puis dire, juridiquement, et pour défendre une cause, des intérêts qui peuvent être particuliers ou qui peuvent poursuivre un intérêt plus général. Bon, et qu'est-ce qui se passe là ces derniers temps ? Pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus ? Est-ce qu'il y a une volonté politique de ce gouvernement-là en particulier de s'attaquer à ces libertés ? Ou est-ce que c'est nous qui sommes paranoïaques ? Comment tu regardes ça, toi ? Je pense pas que ce soit un caractère qui caractérise l'action du gouvernement. Depuis plusieurs dizaines d'années, on a quand même des lois, de manière générale, qui sont assez restrictives au nom d'une protection de l'ordre ou au nom d'un impératif de sécurité et qui vont consister à limiter les droits et les libertés fondamentaux et donc qui affectent, in fine, la liberté d'association. Et dans ce contexte-là, il faut relativiser, je pense, l'atteinte qu'il y a
de la part du gouvernement Macron 1 ou Macron 2, enfin de son premier ou de son second quinquennat, même si la loi séparatisme, et ça a été Mais oui, c'est plus ou tellement moins qu'on parle, dit, hein. voilà, elle est quand même, rien que le nom déjà est assez intéressant, confortant les principes républicains, bon, qu'il ait défini le législateur, pourquoi pas, mais on peut en discuter, mais le fait de pouvoir, par exemple, dissoudre administrativement une association qui commettrait ou qui inciterait ou qui serait le relais de discours violents, mais sur des biens, c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant. Et on a C'est tellement universitaire. quand tu dis intéressant, et on a un Conseil constitutionnel qui, bon, censure certaines dispositions, mais qui ne joue pas un rôle de filtre très satisfaisant, manifestement. Enfin, il l'a montré, hein. Il ne faut jamais rien attendre de cette institution. Et... Tu étais déjà venu dire la même chose la dernière fois et c'est marrant. Hein. Non, mais on va continuer à le dire. Thibaut, ça veut dire quoi une dissolution d'un point de vue juridique? Qu'est-ce que on a parlé des soulèvements de la terre, qui est une organisation, association de fait d'après le gouvernement, groupement de fait, pardon. Pas de structure juridique. Ça implique quoi une dissolution? Une dissolution administrative d'une association, c'est pour être un peu réducteur, mais c'est simplement ne plus la faire exister avec ses statuts juridiques et les conséquences qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qu'on appellerait sa personnalité juridique et donc sa capacité à avoir un compte bancaire, mais aussi à ester en justice, à accéder à un juge, pardon, c'est une disparition pure et simple. Il y a quelqu'un dans le chat qui pose la question pour toi, Élise. Est-ce qu'il existe d'autres associations qu'Anticorps qui ont cet agrément? Oui, absolument. Il y en a 2 autres. Il en faudrait 50. Je les connais pas du tout. Alors, il y en a une qui s'appelle Sherpa, qui est une association qui, elle, a l'agrément anticorruption, mais finalement travaille beaucoup plus sur la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire qu'elle va attaquer la farge pour les conditions de travail des travailleurs au Moyen-Orient, par exemple. Donc, elle fait des actions hyper importantes, mais elle cible pas tellement la corruption ces dernières années. Et il y a Transparency International France, qui pour le coup est un réseau international d'associations, qui est finalement plus focalisé sur le plaidoyer. C'est-à-dire qu'eux, ils ont, je crois, moins de 10 procédures en cours. Là où nous, on en a 159. Donc, moi, je parlais des 80% de notre activité qui est sur le judiciaire. À Transparency, ils mettent beaucoup plus d'énergie sur le plaidoyer, donc à essayer de changer la loi, ce qui est aussi très important. Est-ce qu'une association dissoute a le droit de se reformer sous un autre nom? Il y a quelqu'un dans le chat qui prononçait les soulèvements de l'Alter. Ou comme ça avait été fait avec le CCIF, qui est devenu le CCIE en Europe et qui est maintenant basé en Belgique, je crois, mais qui continue d'opérer sur des sujets qui concernent la France. Donc, je ne sais pas si il y a quelque chose peut-être de... Thibaut, monsieur le juriste. À ma connaissance, la dissolution administrative n'empêcherait pas en soi une reconstitution sous un autre nom, avec un objet qui pourrait être proche. La difficulté, c'est que encore faut-il que l'association qui se reconstituerait soit considérée comme licite. Alors, a posteriori, parce qu'une association... Oui, parce que tu peux tomber dans le délit dont parlait tout à l'heure Léna, reconstitution de ligue dissoute. Voilà. Ça ne peut pas être les mêmes dirigeants. Ça peut pas être les mêmes dirigeants. Oui, mais au demeurant, sur le nom, l'objet peut revivre d'une autre façon. Même si là, c'est un groupement de faits qui a rien d'écrit, en fait. Ils peuvent juste se constituer en assaut loi 1901. Oui, mais le groupement de faits, alors c'est dans la jurisprudence de la Cour de cassation, sauf erreur, mais c'est un groupement, donc, mais qui n'a pas de personnalité juridique, mais où on peut considérer comme tel. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, sauf erreur, que les deux sont envisagés, association et groupement de faits. Il y a des gens qui font remarquer assez justement dans le chat que Génération Identitaire, une autre organisation qui avait été dissoute par le gouvernement, n'a pas eu de difficulté à se reformer ou à continuer ses actions via le biais d'autres véhicules associatifs, organisationnels divers et variés. D'où ma question, ça sert à quoi? Est-ce que c'est efficace la dissolution d'une organisation pour lutter contre des phénomènes? Parce que la dissolution des soulèvements de la Terre, à part avoir fait connaître à tous les Français ce que c'est que les soulèvements de la Terre, parce que franchement, à part les écolos, personne ne connaissait. Est-ce que ça va empêcher les écolos de se mobiliser? Franchement pas, voire même au contraire, ça a foutu de l'adrénaline dans les cœurs des militants.
je sais pas, à part donner des gages à un électorat qui est content, dire oui, c'est bien, le gouvernement a agi, c'est important. J'ai vraiment pas l'impression que politiquement, il y a une. Je sais pas, Ça ouvre la voie à d'autres poursuites pénales, en fait. C'est ça le gros problème. Moi, je fais partie des personnes qui sont très identifiées dans ce mouvement. Et je me demande, en fait, à quel point le fait de me retrouver avec des personnes avec qui j'avais l'habitude de militer dans les soulèvements de la terre, dans des actions, bon, typiquement, voilà, on fait un convoi de l'eau en tracteur et à vélo de Sainte-Soline à Paris cet été. Est-ce que on va nous dire c'est reconstitution de Ligue dissoute parce qu'on retrouve des personnes qu'ils ont observées dans les soulèvements de la terre et que c'est les mêmes objets? Enfin, Ah oui, ouais, d'accord. Mais du coup, t'as peur pour toi, juridiquement, Léna? T'en as parlé à des avocats, ça, qu'est-ce que je risque? Est-ce que j'ai le droit d'aller... On a des bons avocats, mais c'est vrai qu'on est dans le flou parce que en fait, c'est une situation totalement inédite de dissoudre un mouvement dans lequel 150 000 personnes se reconnaissent. On rigolait un peu en disant, mais est-ce que Annie Ernaux, qui a dit qu'elle faisait partie des soulèvements de la terre, et Alain Damasio, s'ils prennent un café ensemble et qu'ils montent une petite action de désobéissance civile, est-ce que c'est une reconstitution de Ligue dissoute? Mais ce qui est sûr, c'est que ça va accentuer d'autant plus le fait qu'on va être mis sous écoute, tout le processus répressif en fait, auquel sont de plus en plus confrontés les militants écologistes, même si en effet, on l'a rappelé, ça ne date pas d'hier, tout ça, ça a concerné d'autres organisations avant, et les militants écolos depuis la COP21 quand même, avec le tournant de les lois antiterroristes suite aux attentats, ont fait qu'il y a eu quand même de nombreuses perquisitions, arrestations totalement arbitraires, etc. Donc, mais c'est sûr qu'on va être de plus en plus surveillés et que c'est intéressant ce qui est en train de se passer aussi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le fait qu'il y a plein de mises sous écoute ces derniers temps qui ont été contestées par, j'ai oublié son nom, désolé, mais la personne qui est normalement chargée au sein de l'administration de... Défenseur des droits, c'est pas ça? C'est pas le défenseur des droits. C'est... L'alerte, elle est venue en interne. Oui, un lanceur d'alerte. De l'administration qui doit valider les écoutes, parce que les écoutes, elles sont très réglementées. Donc c'est quelqu'un dans l'administration. Qui a dit, d'accord, ok, je ne savais pas du tout, non, ça j'avais pas suivi. Donc en tout cas, oui, donc ça participe ça de ce climat. Mais d'ailleurs, ce climat, donc on en parle, et c'est un peu pour ça qu'on voulait faire ce plateau ce soir. Il y a la situation de la dissolution des soulèvements de la terre. Il y a l'association Anticorps qui a des problématiques avec le gouvernement sur le renouvellement ou non d'un agrément. Il y a l'affaire Nawel avec des marches blanches qui sont organisées sous un truc très spontané. Là, pour le coup, avec là aussi une criminalisation de la part du gouvernement sur ces organisations-là de marches blanches. Est-ce que c'est spécifique à la France, ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est un recul historique? Est-ce que tu peux nous donner un peu de prise de distance, Thibaut? De manière générale, le fait qu'il y ait des dérives autoritaires dans ce qu'on appellerait les démocraties libérales, ou en tout cas des législations autoritaires ou des pratiques autoritaires du pouvoir, n'est pas propre à la France. Okay. Quand on voit les législations antiterroristes, il n'y a pas qu'en France où il y a eu des adoptions et ce genre de choses. Ce qui me paraît pas propre à la France, mais je travaille trop sur le cas français, donc j'ai un biais, mais c'est que le système politique va, dans une certaine mesure, garantir une certaine aggravation de la dérive autoritaire. On l'avait vu pendant... la Covid-19, la crise de la Covid-19, il y avait eu un article d'une politiste, Brigitte Gaëty, qui montrait que au niveau de l'Union européenne, il y avait eu une sorte de raidissement au profit de l'exécutif de la pratique du pouvoir. Mais que pour ce qui était du cas français, eh bien, ce raidissement était un peu plus forcé ou un peu plus important, si je puis dire, du fait d'un système politique qui le permet. Ou en tout cas qui laisse la main à un décideur qui est irresponsable constitutionnellement et décide de beaucoup de choses qu'il ne devrait pas décider, le président de la République. Mais de fait, la dérive autoritaire, la pratique autoritaire du pouvoir dans les démocraties libérales n'est pas propre au cas français. Alors on utilise souvent le terme de démocratie libérale qui serait une forme de démocratie où... la forme démocratique serait respectée, c'est-à-dire un principe d'élection. Tu parles de démocratie illibérale, je précise. J'ai dit quoi? Parce que tu l'as dit un peu vite. Et du coup, il y a illibérale, pardon. Illibérale. Qui consisterait, sur la forme, à être
respecter les standards démocratiques des élections plus ou moins libres, avec un renouvellement des élites politiques à échéance régulière. Mais il y aurait par contre des atteintes plus franches aux droits et libertés, ou une réduction des pouvoirs des juges, des tiers censés être impartials pour contrôler l'application de la loi et des règlements. Et ce genre de notion, qui peut être discutée, qui est discutée dans la littérature, à raison, eh bien, elle réapparaît souvent dans ce genre de situation. Ce n'est pas anodin quand même dans le discours public. Et même un professeur comme Paul Cassia, qui n'est pas un grand défenseur de la Ve République, certes, mais dans la tribune qu'il fait à la suite de la perte d'agrément d'anticorps, il parle d'une construction illibérale ou quelque chose comme ça. Enfin, il reprend la terminologie selon laquelle, oui, il y a un raidissement du pouvoir et une dérive autoritaire. Et les lois anti-terreau, qui sont ensuite des dispositifs exceptionnels et qui vont être inscrits dans le droit commun, montrent aussi qu'il y a une acceptation du pouvoir législatif. Mais au-delà de l'aspect aussi juridique, etc., c'est vrai qu'on a un gouvernement ou un président a l'impression qu'il a du mal avec la contradiction, ou même le gouvernement de manière générale, même les organes internes. Je crois par exemple l'Observatoire de la laïcité, ça leur plaisait pas le travail qui était fourni par des agents de l'État. Et hop, d'accord, là on peut rien dire en fait, c'est une autorité administrative, donc c'est l'État qui décide de cette politique-là. C'est des attaques en fait, quand on prend un peu de recul, qui s'enchaînent, même pour les déclarations sur la LDH, qui est une association historique. Et là, la Ligue des droits de l'homme, qui a été menacée de dissolution par une sortie du ministre de l'Intérieur, je crois. Ce qui est quand même assez incroyable. La LDH, c'est une institution en France. Et donc, qu'elle a été menacée, c'était sous Pétain. Oui. Voilà. Donc, en fait, vraiment, il y a une dérive claire même dans les paroles, évidemment, les actes juridiques, et où on se demande quelle est la finalité finalement. Est-ce que l'objectif, c'est d'éteindre tout propos, toute action qui serait contraire à la politique mise en place? Mais si je peux réagir, je crois que le pouvoir a une tendance au tout pouvoir et à l'abus de pouvoir. En fait, la question, c'est l'équilibre entre les pouvoirs et l'existence de contre-pouvoirs. Et en fait, c'est très clair qu'il ne faut pas confier au pouvoir la possibilité d'autoriser ou pas un contre-pouvoir, parce que on a tendance à pas en vouloir de contre-pouvoir quand on en a. Donc les contre-pouvoirs, il faut permettre qu'ils existent, et il faut les protéger. Et il ne faut surtout pas permettre que dans une démocratie, d'ailleurs ce serait la fin d'une démocratie, qu'on criminalise l'exercice de liberté fondamentale. Parce que si on n'a pas de liberté fondamentale, on n'est plus dans une démocratie. Et c'est vrai qu'on a énormément de signaux qu'on perçoit beaucoup plus ces derniers jours, parce que ça s'intensifie, mais ça fait longtemps. Et la loi séparatisme, avec la création du contrat d'engagement républicain, était déjà un signal d'alerte énorme, puisque cette loi-là, elle demande aux associations qui ont des subventions, ce qui n'est pas le cas d'Anticorps, mais qui ont un agrément prévu par la loi, ce qui est notre cas pour le coup, de signer un contrat d'engagement républicain qui, grosso modo, dit que les associations doivent respecter l'ordre public. C'est pas nouveau, tout le monde doit respecter l'ordre public en France. Le problème, c'est que l'ordre public, il faut 12 heures de cours de droit pour le définir, et encore. Même le Conseil d'État n'est pas trop sûr. Il y réfléchit. C'est une notion tellement vague, et ça veut dire qu'il va y avoir des actions, il y en a déjà eu, puisqu'il y a des actions contre Alternativa aussi qu'on n'a pas citées, je crois, sur la base du non-respect de l'ordre public, et que Alternativa est en train de se défendre devant le tribunal administratif, et que ces procès-là, ils vont durer des années. Donc en fait, pendant des années, les associations vont devoir se défendre de leur action, leur identité devant les tribunaux administratifs, et entre-temps, elles seront en partie entravées dans leurs actions. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est grave. C'est un vrai sujet, oui. Non, parce que tout on parlait tout à l'heure de la criminalisation, qui est au-delà de l'aspect juridique, mais une mécanique éternelle finalement de ces rapports de force, que ce soit dans l'histoire de violences policières ou de mouvements écologiques, etc. C'est de directement inverser la violence et de dire qu'elle se trouve finalement toujours de l'autre côté et jamais du côté de ceux qui ont le pouvoir. Or, plus on a de pouvoir, plus on peut faire des choses positives, mais plus aussi on peut être nuisible de manière générale pour les libertés. Et puis, Thibaut. Non, mais aussi, je souscris, mais en plus de ça, le problème, désolé, je tourne autour de ces institutions, mais quand on a des autorités juridictionnelles de contrôle, comme le Conseil d'État,
je vise plus le Conseil d'État que les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel, mais elles sont quand même irradiées par la jurisprudence du Conseil d'État, ou le Conseil constitutionnel dans leur composition, dans leurs habitus, dans leur trajectoire de formation, et qui sont en charge de mettre en balance, ce qui est propre à toute démocratie libérale, de mettre en balance un impératif, là, le maintien de l'ordre public, et une possibilité d'une limitation d'un droit ou d'une liberté fondamentale. Jean-Denis Combrexel parlait, je me rappelle, pendant la période Covid de 2020, le Conseil d'État est sur une ligne de crête. Ouais. La ligne de crête, elle penche souvent quand même au profit de l'exécutif. C'est pas systématique. Mais la décision d'aujourd'hui sur le port du voile dans les compétitions sportives footballistiques, montre quand même qu'il statue non pas sur le principe de neutralité du service public, mais sur le bon fonctionnement du service public. Juridiquement, ça se tient, mais la justification est quand même curieuse. C'est étrange, on a un rapporteur public qui est en plus. favorable à l'interdiction, favorable à l'annulation justement de l'interdiction du port du voile, un ministre de l'Intérieur qui dit qu'en fait non, lui il n'est pas très d'accord avec ce... et puis un rapporteur public qui a une réputation de bien travailler, savoir ce qu'il raconte quand même, un minimum. Et hop, quelques jours après, en plus très rapidement, je ne m'attendais pas à ce que ça tombe aujourd'hui, on a cette confirmation d'interdiction. Je ne m'attendais pas à ce qu'on pose la question du Conseil d'État dans cette émission, mais c'est bien, un jour il va falloir qu'on l'aborde cette question très sérieusement dans le débat public. Le Conseil d'État, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut commencer à discuter 2 minutes? Et effectivement, tu l'as dit, Thibaut. Est-ce qu'on peut le dissoudre? Voilà, il va peut-être falloir le réformer, ce merdier aussi un jour. Mais non, ça fait partie des sujets. Et merci d'avoir fait le lien avec les institutions, parce que parfois j'ai l'impression de pisser dans un violon quand j'en parle. Mais... Donc ça fait plaisir. Indépendamment de ça, on arrive dans les dernières minutes. Quel conseil, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent, qui ont probablement appris énormément de choses de par nos échanges, parce qu'ils connaissaient encore il y a 1 heure assez mal Anticor, les Sauvements de la Terre, ce fonctionnement des libertés publiques? Est-ce qu'il faut continuer à rejoindre des assos? Est-ce qu'il faut continuer à se mobiliser? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Là, il y a l'état d'urgence qui est réclamé par la droite dans le cadre des violences urbaines depuis 48 heures. Quel message est-ce que vous auriez tous envie d'envoyer aux gens, notamment aux jeunes qui nous regardent? On commence avec toi, Élise. Oui, moi je dirais que la démocratie est jamais acquise. Il faut arrêter de le croire, il faut s'intéresser à ces sujets. Et quand on a un gouvernement qui est inquiétant par son action, même si on n'est pas un fanatique de politique, il faut se réintéresser à ça parce que finalement, c'est les citoyens qui pèsent le plus. Et il faut se réunir et s'organiser pour peser et récupérer un pouvoir citoyen qui finalement nous a été un petit peu confisqué. Moi, si vous voulez adhérer à Anticor, vous êtes les bienvenus. S'il y a des gens de droite qui veulent adhérer, je vous confirme que vous êtes les bienvenus. Vous ne serez pas seul. Franchement, avec un immense plaisir. C'est vraiment pas le sujet pour nous. Et voilà, défendre et peut-être s'intéresser à ce que c'est que les libertés fondamentales, toutes, parce qu'on en a beaucoup. Et puis les défendre, les faire vivre, les exercer. Voilà, c'est normalement comme ça qu'on vit dans une démocratie. Merci beaucoup, Élise. Léna, on a demandé avant si on se mettait dans la merde, nous, Backseat, en invitant une organisation dissoute. Et après, Yuri, non, tu l'as dit aussi toi-même. Voilà, tout va bien. Non, on a le droit de se défendre suite à la dissolution. S'il y a un message, c'est que je sais, et puis j'en ai fait partie, on se sent tous un peu écrasés par ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique, mais bon, aussi... en vrai, la violence qu'on constate tous les jours, je pense notamment à ce qui s'est passé il y a 2 jours avec l'assassinat de Naël, qui est toujours très... qui est assez sidérant pour beaucoup de personnes, mais en fait, quand on est un peu submergé par toutes ces émotions négatives, ce qui est important, c'est de s'engager, c'est de faire collectif, et c'est de rejoindre des collectifs qui se battent pour la justice sociale et écologique. Les Soulèvements de la Terre, c'est plus possible officiellement de nous rejoindre, mais il y a plein d'organisations... Vous avez le droit de garder vos réseaux sociaux, d'ailleurs, je me suis... on a le droit de les utiliser uniquement concernant la procédure. On peut pas dire allez à cette action, c'est super. D'accord. Oui, c'est pour ça que je me suis demandé, j'ai vu votre compte Twitter qui était toujours actif, je me suis posé la question. Ouais, on l'avait suspendu, on avait hyper peur, et en fait, nos avocats nous ont dit mais non, en fait, communiquez sur les rassemblements de soutien, vous avez totalement le droit de le faire. Puis bon, voilà, il y a toujours ce qu'on a le droit de faire et ce que le pouvoir se sent encore de mettre en place comme répression, en sachant qu'on est quand même très soutenu et que ça a choqué énormément de gens. Mais voilà, il y a plein d'organisations écologistes et de manières de militer. Il n'y a pas que la désobéissance civile.
Et du coup, voilà, j'encourage tout le monde à rejoindre la lutte. Latifa, toi? Oui, évidemment, c'est important à tous les égards. Déjà, on a évidemment parlé de menaces liberté publique, mais le tissu associatif en France, il a largement diminué ces dernières années pour suite à plein de décisions politiques, fin des emplois aidés, plein de mesures de politique publique qui ont été complètement pas du tout à la hauteur. Donc c'est possible de faire plein de choses, évidemment, c'est possible de s'engager, de se renseigner, etc. Cet après-midi, j'étais à Nanterre justement pour la marche blanche par rapport à la mort de Naël. Et voilà, il y avait plein de gens, il y avait plein de jeunes, moins jeunes, etc. qui se demandaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et comment on pouvait agir. Il y a des actions qui sont possibles, il y a plein de collectifs et d'associations qui existent suivant les causes qui vous tiennent à cœur. En fait, on peut pas être sur tous les fronts évidemment, mais il y a plein de choses qui existent. Mobilisons-nous. Les réseaux sociaux sont une magnifique mine d'informations et de possibilités de se mobiliser sur plein de questions. Et voilà. On voit les images de la marche blanche cet après-midi à Nanterre. Pourquoi il y a écrit Chloé Ridel en bas à gauche? Ah, c'est elle qui a envoyé les images. C'est peut-être pour ça. Non, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Oui, c'est les images de Chloé. Ok, merci Latifa. Thibaut? Alors, moi, je souscris à ce qui a été dit, mais je vais me permettre quelque chose. Il y a aussi, pour celles et ceux qui veulent faire des études, rejoindre les facultés de droit, l'université publique. Alors, elle est sous-investie et c'est de pire en pire, mais elle est composée de brillants collègues qui vous formeront à la maîtrise de certaines connaissances juridiques qui ne seront pas inutiles. Et puis aussi, je pense, en tant que citoyen, jamais oublier un auteur, Montesquieu, qui est classique, mais qui disait peu ou prou tout homme ou femme d'ailleurs, qui a du pouvoir et disposé à en abuser. Et donc, il faut toujours se méfier, notamment dans une 5e République très hypercratique, avec un trop de pouvoir permanent dans les mains de l'exécutif. Il faut toujours se méfier et être vigilant. Absolument. Faites du droit. Vous finirez peut-être sur Twitch. Mais en vrai, faites-en, c'est chouette. Merci à vous quatre. C'est la fin de ce Before the Backseat, chers amis. On se met un générique. On se retrouve juste après le générique.